C'est Nicolas qui paye. Vous avez forcément entendu cette nouvelle expression, ce même Internet, qui a explosé en popularité au cours de ces derniers mois dans les réseaux sociaux francophones, que ça soit sur Instagram, mais surtout sur Twitter. Alors derrière le caractère humoristique de ce mème, il y a quand même une dimension particulièrement dramatique, c'est le fait que la France est un véritable enfer fiscal. Tout d'abord, je n'ai pas besoin de vous apporter 1 milliard de preuves pour vous démontrer que la France est un véritable enfer fiscal. Je suis sûr que nombre d'entre vous connaissent ce moment particulièrement pénible où vous vous approchez de votre boîte aux lettres, la main tremblante, vous découvrez la lettre estampillée République française et là, c'est le drame, vous voyez les impôts que vous devez payer à l'État français. Donc ce sont toujours des moments particulièrement difficiles avec des sueurs froides, rien que d'y penser, je suis pas bien, mais je vais quand même vous apporter un certain nombre de preuves qui démontrent le fait que la France est une mauvaise élève en ce qui concerne la fiscalité. Tout d'abord, il y a une étude qui a été réalisée par la Banque mondiale il y a de cela quelques années et qui s'intitule Doing Business. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur l'Argentine de Javier Milei. Dans cette étude, l'objectif était de créer une entreprise type et de reproduire le modèle dans l'intégralité des pays du monde. Et la question qui était au cœur de cette étude, c'était de voir sur 100 $ de bénéfices, combien était ensuite reversé à l'État par le biais des impôts. Alors dans l'étude, il y avait des cas particulièrement dramatiques, comme celui de l'Argentine, où sur 100 $ de bénéfices, vous deviez donner 106 $ à l'État argentin. Donc pas besoin d'avoir la médaille Fitz pour comprendre que ça a entraîné des faillites en seulement quelques mois. Mais il y a des cas plus pervers, comme par exemple la France, où sur les 100 $ de bénéfices, vous devez donner 60 $. Donc ça veut dire qu'en France, on doit donner 20 $ de plus par rapport à la moyenne mondiale qui est fixée, je le rappelle, à 40 $. Il y a une autre étude réalisée par l'INSEE qui visait à déterminer le poids des prélèvements obligatoires sur le PIB français. Et sans surprise, il est de 42,8% du PIB, ce qui est juste énorme, sachant que là encore, la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 34%. Mais alors concrètement, combien on a d'impôts et de taxes dans notre pays? C'est très difficile de le déterminer parce qu'on a un système particulièrement lourd et je pense qu'il vaut mieux pas le savoir pour que je puisse dormir tranquillement ce soir. Mais selon certaines estimations, c'est entre 350 et 500 impôts et taxes. De plus, il y a une autre logique perverse, c'est le fait que vous payez des taxes au quotidien avec des taxes que l'on peut considérer comme indirectes, comme par exemple la TVA que vous payez quand vous achetez n'importe quoi, et en plus les taxes spécifiques comme celles sur le tabac, l'alcool et le carburant. Donc même si tout le monde paye cet impôt, on peut se rendre compte que ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, puisque selon l'INSEE, il y a à peu près 45% des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu, ce qui équivaut à peu près à 17 millions de foyers fiscaux sur 39 millions. Et toutes ces charges, tous ces impôts entraînent des difficultés majeures parce que ça signifie que l'ascenseur social en France est bloqué. C'est-à-dire qu'il est très difficile en France, de génération en génération, de faire en sorte que ses enfants ou ses petits-enfants puissent avoir une situation bien meilleure que la nôtre. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs ou ceux qui sont à la tête de PME ont de grandes difficultés pour se développer parce qu'ils payent énormément d'impôts et que ça représente une charge qui les freine dans leur développement économique. 60% des richesses en France proviennent avant tout de l'héritage et non pas du fruit du travail, alors que dans les années 70, c'était de l'ordre seulement de 30%. Donc ça signifie que la France est un pays de caste avec une petite élite qui arrive à se développer et surtout à pérenniser dans le temps au fil des générations, avec en parallèle une classe moyenne qui n'arrive pas à s'élever socialement. Winston Churchill disait que la classe moyenne, c'est le cheval de guerre qui fait avancer le pays. Mais le problème de ce cheval de guerre, c'est que si on le charge trop, il finit par plus avancer. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France, puisque nous n'arrivons pas à connaître de véritable croissance d'ordre économique. Sans oublier qu'en plus des impôts et des taxes, se rajoutent d'autres problématiques qui sont plus liées à la société française et à sa culture même. C'est-à-dire qu'en France, on a une administration particulièrement lourde où c'est extrêmement difficile d'entreprendre. On ne peut pas créer une entreprise en moins de 30 minutes et il faut être un véritable masochiste pour se lancer dans une carrière entrepreneuriale en France. Et en plus de cette administration particulièrement lourde, il y a un véritable rejet culturel pour l'entrepreneuriat en France. Si une personne veut se lancer dans un business, n'importe lequel, il va connaître dans son entourage tout un tas de critiques,
tu devrais pas faire ça, tu vas te casser la gueule, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'en France, il y a une véritable culture du loser où on part du principe que ce n'est pas possible de gagner de l'argent. C'est pas vrai, c'est extrêmement difficile, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui réussissent. Et c'est pour cette raison que nombre d'entrepreneurs décident de partir à l'étranger. De plus, il y a en parallèle un véritable mépris, voire même parfois une haine pour ceux qui ont réussi, même quand ces derniers viennent du bas de l'échelle et qui se sont fait tout seul. Parce qu'en fait, en France, on juxtapose la notion de gagner sa vie avec le vol. Si tu es devenu riche, si tu as gagné ta vie, tu as forcément menti, volé, trahi. Donc, en gros, tu es un salopard. Et bien sûr, tu mérites d'être taxé à mort. Et en plus de ça, il y a une situation schizophrène où les Français payent de plus en plus d'impôts, de manière toujours plus démesurée, mais en parallèle, les services publics se cassent la gueule. Par exemple, dans les pays du Nord, les pays scandinaves, certes, ils payent des impôts particulièrement importants, mais en parallèle, tout roule. C'est du papier à musique. Ils se régalent là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'agoniser aux urgences parce qu'ils sont en train de perdre 5 litres de sang car il faut remplir un formulaire Cerfa. Alors pourquoi en France on paye autant d'impôts? Eh bien parce qu'il y a cette notion d'État-providence et les Français sont très attachés à cette dernière avec un système social particulièrement lourd et puissant. Et donc pour faire tourner la machine, pour faire tourner la redistribution et notre système social, il faut un pognon de dingue. Et ce pognon, on le récupère directement dans votre poche par le biais des impôts. Et la France est la championne des dépenses publiques, avec des projets inutiles comme le pass culture, des subventions données à droite à gauche pour des films de merde, des subventions pour des journaux que personne ne lit, qui feraient faillite en quelques mois, des subventions pour des organismes d'État avec des noms à rallonge qui servent à rien et où les fonctionnaires arrêtent de bosser à 15 heures après leur 4e arrêt de travail. Prenez l'exemple des médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui décident de voter pour le Rassemblement national ou pour Éric Zemmour via Reconquête. Pourtant, à longueur de journée, lorsque l'on regarde les journaux qui sont subventionnés par l'État, ces derniers ne cessent de cracher sur cette partie de la population. Or, ces Français-là, ils sont comme les autres. D'un côté, on leur crache à la gueule à longueur de journée et en plus, on les raquette. C'est pas un problème qu'il y ait des médias différents, de gauche, de droite, c'est la pluralité d'opinion et c'est très bien. Et ça nous permet parfois de rigoler, surtout quand on voit les sujets que traite par exemple France Télévisions. Mais le problème, c'est que c'est toujours le contribuable qui doit payer pour parfois des dérives importantes et surtout pour se faire insulter parce qu'il ne vote pas bien, selon la sainte télé étatique. Et le souci, c'est qu'au-delà des clivages traditionnels gauche-droite, les Français en règle générale sont très attachés à ces dépenses publiques parce qu'ils sont drogués, ils sont dépendants aux subventions, aux dépenses de l'État. C'est-à-dire que chacun veut que l'État puisse l'aider dans tel ou tel domaine. Et en plus des dépenses faramineuses pour des projets inutiles, on a un système de Ponzi qui est la réforme des retraites. Sans déconner, même Bernard Madoff est impressionné de là où il est. Et surtout, on a des actifs qui payent aujourd'hui pour les retraités, les boomers qui ont joui d'une situation totalement inespérée où à l'époque on pouvait acheter un terrain pour 2 raves cuites et un pack de bière et en parallèle, ces mêmes personnes, donc les trentenaires actifs, n'auront jamais les bénéfices de leur travail par rapport au fait qu'ils n'auront pas de retraite comme les boomers d'aujourd'hui, puisque ce système ne peut pas marcher mathématiquement au regard du fait que la population est vieillissante. Et en fait, à partir de 2020, il y a eu une forme de ras-le-bol généralisé et c'est là qu'on a vu l'émergence de mèmes Internet liés à l'enfer fiscal français. Et initialement, le mème C'est Nicolas qui paye vient d'un autre mème Internet qui s'intitule Le contrat social français, où l'on voyait Nicolas, qui est un trentenaire, qui paye ses impôts, qui travaille dans le tertiaire, qui ne peut pas accéder à la propriété contrairement aux boomers, qui paye la Costa Croisière des boomers via le système de retraite. Et en parallèle, Nicolas finance aussi Karim via le système des allocations familiales, l'ACAF, puisque là aussi, c'est une redistribution par le biais des impôts. Donc en fait, Nicolas, c'est celui qui, à la fin du jeu, se fait niquer. Nicolas, c'est pas seulement le cadre dynamique qui travaille à la défense dans le tertiaire. Ça peut être un boulanger, un boucher, un patron de PME, bref, tous ceux qui paient des impôts et qui en ont marre de n'avoir jamais un retour sur investissement. Sachant qu'en plus de payer des impôts, Nicolas doit accepter le fait de se faire insulter, d'être méprisé et surtout une immigration qui entraîne de l'insécurité. Et s'il a le malheur d'ouvrir sa gueule, il est qualifié d'extrême droite. D'ailleurs, on voit que depuis quelque temps, vu que le même C'est Nicolas qui paye commence à prendre de l'ampleur, il y a une volonté de le discréditer, notamment dans les médias qui sont pourtant subventionnés par le biais de l'État et c'est Nicolas
qui paye une fois de plus. Ça va même très loin puisque l'Élysée a décidé de ficher tous les comptes qui sont affiliés de près ou de loin aux travaux de Javier Milei ou bien même d'Elon Musk à travers le Doge. Et c'est pour ça que le mème aussi a particulièrement fonctionné au cours de ces derniers mois, parce qu'on se place dans un contexte politique international avec des contre-exemples par rapport à la France, comme l'Argentine de Javier Milei ou bien le Doge d'Elon Musk, ou même en règle générale la présidence de Donald Trump. Et en soi, le délire de ces Nicolas qui payent, c'est pas non plus une nouveauté dans l'espace politique français, puisque dès les années 50, il y avait Pierre Poujade qui avait lancé le poujadisme, un syndicat de petits entrepreneurs, de petits commerçants qui voulaient justement payer moins d'impôts et qui en avaient marre, alors que pourtant la situation des années 50, ce n'est clairement pas la France de 2025. Donc en fait, c'est pas une nouveauté le fait qu'en France, il y ait une partie de la population qui en a marre d'être le cheval de guerre qui fait avancer le pays, sachant qu'en parallèle, d'autres profitent allègrement du système social. Mais le véritable problème, c'est le fait que d'un point de vue politique, le délire de ces Nicolas qui payent n'est pas vraiment représenté, puisqu'en France, il n'y a pas de parti véritablement libéral, y compris à droite. Si on devait vraiment citer un parti qui reprend le plus les idées de ces Nicolas qui payent, c'est probablement l'UDR d'Éric Ciotti. Et d'ailleurs, ils jouent avec cet imaginaire-là, ils arrivent à réutiliser ce mème, alors que pourtant ça provient d'Internet, mais ils l'utilisent comme un argument, et en parallèle, ils reprennent la sémantique de Javier Milei avec les coupes budgétaires à la tronçonneuse. Donc pour l'instant, c'est Nicolas qui paye n'est pas véritablement représenté, mais c'est plutôt un signe positif de voir cette lame de fond qui commence à prendre de l'ampleur. Parce que ce que nous montre ces Nicolas qui paye, c'est le fait que les mêmes Internet sont des outils extrêmement puissants pour faire véhiculer des idées politiques. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de la puissance des mèmes et de l'humour, mais à droite, on a trop tendance à se moquer de ça. On part du principe que ce n'est pas sérieux, il faut toujours avoir un côté classique, politique à la papa, et ne jamais utiliser l'humour. Mais la réalité, c'est que ce même Internet provient d'une petite bande de rigolos dont parfois je fais partie, mais ça permet de faire avancer des idées dans une société donnée. Donc en fait, ça oblige la droite à revoir totalement sa stratégie par rapport à l'univers d'Internet. D'autant plus que nous sommes dans des générations qui ont grandi avec Internet. Donc certes, les boomers, ils sont hermétiques à cet humour, mais de plus en plus dans les années à venir, il va falloir utiliser ces cartes. Parce que les électeurs de demain, ce sont ceux qui ont grandi avec les danses TikTok à la con et les templates de mèmes. Et le jour où la droite française va se saisir de ces mèmes, se les approprier pour mieux les utiliser, on arrivera à gagner des votes, notamment pour les jeunes générations. Mais je crois fondamentalement que le délire de ces Nicolas qui payent va progressivement s'installer dans l'espace politique français et qu'en vue des élections de 2027, ça va être un argument, ça va être une idée qui va ressortir à de multiples reprises. Mais le problème également, c'est le fait qu'aujourd'hui, la droite en France, celle qui pèse le plus, c'est le Rassemblement national et que le Rassemblement national n'est pas un parti libéral. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.